Bien. Alors, je continue. Donc, cette extraction, c'est une question de solubilité. Alors, cette extraction, c'est l'utilisation d'un solvant pour aller récupérer des substances qui étaient dans un échantillon, dans le solvant, c'est-à-dire il faut que ces substances soient solubles dans le solvant. Et cette question de solubilité, elle est liée à la nature des molécules et à la nature du solvant. Tout simplement, retenez la règle, dans un solvant polaire, seules des molécules polaires sont solubles. Dans un solvant apolaire, c'est des molécules apolaires qui sont solubles dedans. Alors, en quoi cela est important dans ce que nous expliquons aujourd'hui, c'est-à-dire pour l'extraction, c'est-à-dire si vous voulez aller extraire des molécules polaires, il faudra utiliser un solvant polaire. Si vous voulez extraire des molécules apolaires, il faudra utiliser un solvant apolaire. Alors, parfois, on ne sait pas ce qu'on veut extraire, on ne sait pas ce qu'on cherche exactement, mais on peut adopter le raisonnement inverse, c'est-à-dire, vous allez connaître le solvant que vous utilisez. Donc, si vous utilisez un solvant polaire, dites-vous que tout ce que vous pouvez récupérer, donc ce sont des molécules polaires. Alors, si vous utilisez un solvant apolaire, vous pouvez retenir le raisonnement inverse, c'est-à-dire dites-vous bien que tout ce que vous allez retrouver dans votre solvant, ce sont des molécules apolaires. Alors ça, donc en fait, c'est un schéma très simple, puisqu'on a parlé donc en fait des deux extrêmes. On a parlé d'un solvant qui est complètement polaire et d'un solvant qui est complètement apolaire. Alors maintenant, des molécules, ça renferme différentes liaisons chimiques, donc ça peut être des liaisons polaires, des liaisons apolaires. Donc en fait, une molécule, en fin de compte, n'importe quelle molécule, elle est plus ou moins polaire ou plus ou moins apolaire. Ça dépend du nombre de liaisons chimiques polaires que ça contient et ça dépend également du nombre de liaisons chimiques apolaires que ça contient. Si vous prenez donc n'importe quel acide, donc si vous prenez un alcool, par exemple l'éthanol, C2H5OH, donc C2, c'est du carbone plus 5 hydrogènes, donc il y a des liaisons carbone-hydrogène, mais il y a un atome d'oxygène, et OH, donc il y a cet atome d'oxygène qui est beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène, il est beaucoup plus électronégatif que le carbone, donc forcément dans cette molécule-là, il y a au moins une liaison qui est polaire. Le reste des liaisons sont apolaires. Donc l'éthanol, est-ce que c'est un solvant polaire ou est-ce que c'est un solvant apolaire? Qu'est-ce que vous en pensez? Apolaire, monsieur. Apolaire. Donc voilà, donc en fait, vous venez de détecter, de comprendre, si vous voulez, qu'un solvant, que la majorité des solvants, que la majorité des molécules ont un certain degré de polarité. Ils ont un certain degré d'apolarité. Donc, ils sont plus ou moins polaires, plus ou moins polaires. Donc, c'est en fait une échelle de polarité. Donc, une molécule n'est pas à 100% polaire et une molécule n'est pas à 100% apolaire, sauf dans les cas que je vous ai présentés au tout début pour expliquer cette question de polarité et d'apolarité. Donc, en fait, la majorité des molécules sont plus ou moins polaires, plus ou moins apolaires. Donc, ça dépend de ce qu'elles renferment comme liaison chimique. Bien. Alors maintenant, comment pour une extraction où on sait que les molécules sont plus ou moins polaires, sont plus ou moins apolaires, comment faire? Alors, si vous utilisez de l'eau, donc c'est un milieu extrêmement polaire, donc vous allez récupérer plus ce qui est polaire, mais vous allez rater donc des molécules qui sont plus ou moins polaires, que peut-être donc ils vont pas être bien facilement extractibles par votre solvant. Alors maintenant ici, donc l'astuce elle est toute simple, puisque là aussi dans les solvants, vous avez ceux qui sont en très polaires et ceux qui sont
complètement apolaires et qui sont plus ou moins, et ceux qui sont plus ou moins polaires, vous pouvez procéder à des mélanges. C'est-à-dire, en mettant un peu d'eau dans votre éthanol, dans votre alcool dont je viens de parler à l'instant. Qu'est-ce que vous avez fait? Donc, vous avez rendu l'éthanol plus polaire ou moins polaire? Donc, vous avez de l'éthanol, donc il a une certaine polarité, et vous lui avez rajouté un peu d'eau. Donc, c'est que votre solvant, le résultat de ce mélange, il va devenir un peu plus polaire que l'éthanol, puisque vous lui avez rajouté quelque chose qui est encore plus polaire que lui. Alors, vous pouvez tenir le raisonnement inverse, c'est-à-dire vous avez de l'eau comme solvant et vous vous êtes dit qu'en fait, mon eau, ça ne convient pas parce que c'est extrêmement polaire, il faudra que je diminue sa polarité. Alors, en remettant dans l'eau un peu d'éthanol, par exemple, qui est moins polaire que l'eau, en fait, ce que vous faites, c'est que vous êtes en train de diminuer la polarité de l'eau. Donc, en fait, vous pouvez ajuster le degré de polarité de votre solvant par des mélanges, en mélangeant des solvants qui sont très polaires avec des solvants qui le sont moins, ou l'inverse, ou en mélangeant des solvants qui sont complètement apolaires avec des solvants qui sont un peu plus polaires. Donc, comme ça, donc, vous augmentez leur polarité. Est-ce que c'est clair cette question de polarité et apolarité? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, donc, si je vous explique tout ça, c'est parce que en fait, tout simplement, c'est très lié à l'extraction. Vous avez compris que cette extraction, c'est aussi une question de solubilité. Pour pouvoir isoler quelque chose, il faudra qu'il soit soluble dans le solvant que vous utilisez. Sinon, ce n'est pas possible. Alors, je le répète, donc, puisque toutes les molécules n'ont pas la même polarité, donc il faudra ajuster la polarité de votre solvant à ce que vous voulez extraire. Si vous voulez extraire des acides aminés, c'est une question. Si vous voulez extraire des sucres, c'est une autre question. Donc, c'est ce qui convient pour l'un, donc peut-être ne convient pas pour l'autre. Donc, il faudra en quelque sorte aller jouer sur la polarité de votre solvant pour extraire. Bien, ça c'est d'une manière générale, donc, et c'est un préalable, c'est-à-dire quelque chose qu'il faut tout d'abord comprendre pour pouvoir donc poursuivre notre explication à propos donc de l'extraction. Bien, alors donc on va revenir donc à cet exemple de notre vie de tous les jours. Donc vous avez tous préparé du café, je l'espère, donc que vous vous êtes déjà donc exercé à cette expérience fort compliqué, donc c'est très difficile, donc c'est une expérience très difficile de préparer un café, donc et d'habitude ce que vous faites, donc je ne parle pas de café soluble, donc je parle de café donc à l'ancienne, donc que vous pouvez préparer à partir de grains de café. Alors, ce que vous faites, donc, c'est que votre extraction, votre café, vous ne le préparez pas à partir de grains de café entiers. Ce ne sont pas les grains de café que vous mettez en contact d'un solvant pour préparer votre café. Donc, ce n'est pas ça. Vous utilisez du café moulu, c'est-à-dire de la poudre de café, des grains de café que vous avez déjà broyés et que ça devient une sorte de farine, une poudre. Alors, Reda, donc tu éteins ton micro, s'il vous plaît. Donc, tu fermes ton micro. Donc, voilà. Donc, je disais, donc, en fait, ce que vous faites d'habitude, c'est que vous le préparez à partir d'une poudre, c'est-à-dire de grains de café que vous avez déjà broyés. N'est-ce pas?
La deuxième chose, c'est que vous le préparez avec de l'eau chaude, généralement, pas de l'eau froide. Ou non? Et puis, Oui, donc, là aussi, donc, il vous faut un certain temps pour que votre café soit prêt. Donc, ce n'est pas instantané, c'est-à-dire il ne suffit pas de mélanger et vous avez votre café, donc il faudra attendre un certain temps, infuser un certain temps ou en décoction un certain temps pour que votre café soit prêt. Alors, première remarque, ce n'est pas à partir de grains de café entiers. Deuxièmement, il faudra le faire à une certaine température, pas à la température ambiante. Donc, la troisième chose, c'est qu'il vous faut un certain temps. Alors, la première chose, donc, pourquoi faut-il partir d'une poudre de café et non pas à partir de grains entiers de café? Alors, autrement dit, est-ce que c'est possible de préparer votre café à partir de grains entiers? Alors, j'attends une réponse. Non? Oui, c'est possible, monsieur. Oui, c'est possible. Alors, si c'est possible, pourquoi vous ne le faites pas? Pourquoi les gens ne le font pas? Vous, peut-être, vous le faites, je n'en sais rien. Il consomme plus de temps. Comment ça, il consomme plus de temps? Donc, tout d'abord, donc, vous avez dit donc, en fait, que c'est possible de préparer votre café à partir de grains de café entiers. Ben, je suis d'accord, donc c'est possible. Alors maintenant, donc, ce que vous voulez dire par ça consomme du temps, donc c'est que ça demande du temps, ça demande beaucoup plus de temps. C'est-à-dire, c'est long, tout simplement. C'est exactement ça. Donc, en fait, c'est juste une question de vitesse d'extraction. Alors, c'est possible à partir de vos grains de café, mais il vous faudra beaucoup plus de temps. Bien. Alors maintenant, il faudra quand même essayer d'expliquer cela. C'est-à-dire, donc, pourquoi dans un cas c'est rapide et pourquoi dans un autre cas c'est long. En fait, si on a compris l'un, on a compris l'autre. Mais pourquoi donc c'est plus rapide avec de la poudre de café et c'est plus lent avec des grains de café entiers? Pourquoi? Parce qu'il y a les produits chimiques, non? Quel produit chimique? Quel produit chimique? Parce que le grain est plus rigide. C'est quoi plus rigide? C'est quoi plus rigide? Qu'est-ce que vous voulez dire par plus rigide? Et vous, mademoiselle, qu'est-ce que vous voulez dire par il y a des produits chimiques? Pourquoi? Parce que les liaisons sont plus fortes. Quelles liaisons, mademoiselle, qui sont plus fortes? Ben, si je veux aussi répondre de la même manière que vous répondiez, ben, je dirais parce que le soleil se lève à 8 heures du matin. Des fois, et puis des fois, ça se lève à 6 heures du matin. Alors, à travers donc, cet exemple que j'ai donné, en fait, je veux dire que vos réponses n'ont aucune relation avec la question.
vos réponses n'ont aucune relation avec la question. Donc la question, c'est pourquoi c'est rapide. Vous me dites parce qu'il y a des produits chimiques, parce que c'est rigide, et parce que j'ai oublié l'autre réponse. Donc en fait, ça n'a aucune relation avec la question. Alors maintenant, donc, en fait, donc c'est quoi, comment appelle-t-on ce phénomène-là qui fait que des molécules qui étaient dans une phase vont partir pour aller dans une autre phase? Comment on appelle ce phénomène-là? Ça, j'en suis sûr, donc on vous en a déjà parlé. Mais je suis sûr aussi que vous avez tout oublié, donc là, ou plutôt vous avez oublié la majorité des choses dont on vous a parlé. Donc, sauf peut-être ce que vous suivez donc sur Instagram et sur Facebook, ça vous ne l'oubliez pas. Alors, c'est pourquoi donc on a cette année, donc on a essayé donc de faire des cours sur Instagram, donc on les fera sur Facebook et sur Instagram, dans l'espoir que vous n'oublierez pas ça. On s'adapte, on fait de notre mieux. Alors ce phénomène-là, c'est tout simplement ce qu'on vous a déjà expliqué comme étant la diffusion. Oui ou non? C'est ce qu'on appelle la diffusion. En fait, les molécules, d'une manière générale, donc s'ils ont la possibilité d'aller le plus loin possible, ils iront le plus loin possible. Donc ceci, donc c'est ce qu'on appelle la diffusion. C'est à cause de leur énergie libre, les molécules, ils ont une certaine énergie qui permet leur déplacement. Donc en fait, et c'est ce qu'on vous a également expliqué dans le deuxième principe de thermodynamique, donc qui veut dire tout simplement, ou qui veut que l'entropie d'un système ne peut qu'augmenter. Alors l'entropie d'un système, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est-à-dire le désordre dans un système, c'est-à-dire ces molécules-là qui étaient quelque part dans les grains de café, bien dans une place, s'ils ont la possibilité, ils ne peuvent qu'aller partir n'importe où, dans n'importe quelle direction. Donc, c'est une loi de la nature, c'est le deuxième principe de la thermodynamique. C'est-à-dire, en fait, ces molécules-là qui étaient dans vos grains de café, donc ils vont diffuser, s'ils ont cette possibilité, ils vont diffuser et partir ailleurs. Et vous, en mettant du solvant, vous leur offrez cette possibilité, c'est-à-dire vous rendez cela possible. Vous rendez possible que ces molécules qui étaient dans les cellules de votre tissu puissent sortir et aller dans votre solvant. C'est ce qu'on appelle la diffusion et c'est ce qu'on va également traduire par la solubilité. Bien, alors maintenant, cette diffusion, ce n'est rien d'autre qu'un transfert de matière, c'est-à-dire de la matière qui était quelque part et qu'on va retrouver, qui va être transférée et qu'on va retrouver autre part. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Monsieur. Alors, donc, il faudra faire attention à ce que vos micros donc, soient éteints si vous n'avez pas la parole. Donc, sinon, donc, je peux vous expulser de la réunion.
Bien. Alors, je disais donc que tout simplement, donc en fait, ces molécules-là, ils vont diffuser, donc ils vont partir, donc il y aura un transfert de matière d'une phase vers une autre phase. Et ceci, donc ce transfert de matière, donc il se fait à travers la surface de contact. Donc bien sûr, donc ça ne peut pas se faire ailleurs et autrement, ça ne peut se faire que à travers la surface de contact. C'est-à-dire, c'est cette surface de contact entre votre solvant et votre poudre de café qui va faire que ce passage va être intensif, va être rapide ou lent. C'est-à-dire, si vous avez une grande surface, vous aurez beaucoup de molécules qui passent, qui vont être transférées d'un côté d'une phase vers une autre. D'accord? Alors, si vous avez une surface beaucoup plus petite, donc le nombre de molécules donc, sont réduits. Le nombre de molécules qui va passer sera réduit. Donc, en fait, cet échange-là, ce transfert de matière lors d'une extraction, donc il est fonction de la surface d'échange et les fonctions de la surface de contact. Alors, plus la surface de contact est grande, plus les molécules donc, auront une facilité à aller dans le solvant. Plus la surface de contact est réduite, donc plus le nombre de molécules qui vont pouvoir aller dans le solvant est réduit. Donc voilà, donc ça c'est la règle. Alors maintenant, revenons à cette question de broyage. Alors en fait, si vous ne broyez pas, donc en fait, la surface de contact entre votre grain de café et votre solvant, c'est quoi? C'est la surface de votre grain. C'est juste la surface de votre grain. Alors donc, si cela est un grain de café, donc si vous le mettez dans un solvant, donc en fait, les échanges vont se faire par la totalité de la surface du grain de café. C'est à travers donc cette surface-là que se feront les échanges. Alors maintenant, si vous brisez ce grain de café en 1 milliard de petits grains, alors la surface d'échange, ça devient quoi? Ça devient la somme des surfaces de tous les grains. C'est-à-dire, vous auriez augmenté d'une manière spectaculaire la surface de contact. Donc, en fait, le broyage, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il fait augmenter la surface de contact entre votre matière à extraire et votre solvant. C'est comme ça que votre extraction va devenir beaucoup plus rapide. C'est bon? Alors maintenant, on va revenir à la deuxième condition, à la température. Alors, pour préparer votre café, donc on reste toujours donc, sur cet exemple de notre vie quotidienne. Donc, pour préparer votre café, en fait, vous utilisez de l'eau chaude, de l'eau bouillante, pas de l'eau froide, n'est-ce pas? Alors, la même question, est-ce que vous pouvez préparer un café avec de l'eau froide? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, messieurs. Comment? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est possible. C'est possible. Donc, peut-être que ce ne sera pas un très bon café, mais c'est possible. C'est-à-dire, si vous mélangez votre poudre de café avec de l'eau froide, vous aurez quand même quelque chose, vous allez récupérer quand même quelque chose dans l'eau. Alors maintenant, c'est la même chose que tout à l'heure. C'est quoi la différence? C'est juste une question de vitesse. C'est-à-dire, ça va être extrêmement beaucoup plus rapide quand vous allez le faire à une température élevée, avec de l'eau bouillante à 100 degrés, que si vous le faites à 0 degré ou à 5 degrés. Donc, c'est une question de vitesse d'extraction, pas de possibilité ou d'impossibilité d'extraction. Donc, la diffusion là aussi,
il est fonction de la température. Donc, plus la température augmente, plus la diffusion s'intensifie. Et c'est la raison pour laquelle, donc, si vous augmentez la température, donc, en fait, vous allez extraire beaucoup plus rapidement. Pas beaucoup plus, mais beaucoup plus rapidement. Alors, bien sûr, beaucoup plus à un certain temps donné. Alors, si vous mettez à 5 minutes, si vous jugez à 5 minutes votre extraction, vous allez trouver à 5 minutes, si vous avez mis de l'eau chaude, vous avez extrait plus, mais si vous, à 5 minutes avec de l'eau froide, vous avez extrait beaucoup moins. Mais, alors maintenant, on va passer tout d'abord en revue donc, les différents paramètres pour revenir donc, sur ce que j'allais dire maintenant. Alors, autre question. Est-ce que vous pouvez préparer votre café avec un autre solvant que l'eau? Non, monsieur. Comment? Non. Ben si. Pourquoi non? Si vous mettez, Oui, si c'est vous, possible. vous mettez vos grains de café dans de l'éthanol, dans de l'alcool, donc vous allez quand même extraire de la caféine, donc vous allez quand même extraire votre café. Donc en fait, là aussi, donc on en a parlé tout à l'heure, donc en fait l'eau c'est le solvant le plus polaire, donc il est alimentaire, c'est pourquoi on l'utilise, parce qu'on a envie de le boire. L'éthanol, ça dépend, donc il y en a qui aimeraient bien le boire, d'autres pas, donc mais bon, donc déjà… Donc, en fait, ici, donc c'est pas une question de solubilité, c'est pas une question de solubilité de caféine, c'est une question de récupérer un produit alimentaire ou pas. Mais si on revient juste à cette question d'extraction, bien sûr, c'est possible d'extraire quelque chose avec de l'éthanol à partir de vos grains de café. Donc, c'est très possible, donc il n'y a aucune entrave à ça, donc c'est possible. Alors maintenant, donc, une extraction, donc ça dépend du solvant, ça dépend de la division de votre matière, donc du broyage, donc de la taille des particules que vous extrayez, ça dépend de la température, et puis donc également… Donc, souvent, pour extraire quelque chose, donc vous agitez. Il faudra remuer. Donc, vous agitez. Là aussi, donc, c'est une question de facilitation de la diffusion. Alors maintenant, pourquoi quand on agite, on extrait beaucoup plus facilement? Pourquoi? Dans un cas où il n'y aura pas d'agitation, donc, vous allez toujours pouvoir, bien sûr, extraire, donc, mais c'est juste, ça va être beaucoup plus lent que dans le cas où vous agitiez. Alors là aussi, tout simplement, donc, le phénomène à comprendre, il est très simple. Alors là, donc, tout à l'heure, donc, c'était un grain de café. Alors maintenant, c'est juste une particule, c'est-à-dire un petit grain de café. C'est-à-dire, vous avez broyé, donc, et ça, c'est un petit grain que j'ai agrandi énormément. Donc, en fait, vous avez compris, donc, en fait, cette diffusion, cette extraction se fait à travers la surface de contact et à travers la surface d'échange. Oui ou non? Bien. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'en fait, que si vous laissez ce grain-là, donc s'il ne bouge pas, il sera toujours au contact avec la même surface de votre solvant. Et en se mettant à la même surface de votre solvant, en fait, une fois que votre solvant au contact de votre grain arrive à une certaine extraction, la diffusion va s'arrêter. Même s'il y a encore de la caféine dans votre grain, donc elle ne diffusera plus parce que donc au voisinage, à côté, dans le solvant, au voisinage de votre grain, il y a déjà des concentrations assez importantes de votre caféine. Donc, ceci arrête l'extraction. Donc, est-ce que
cette question d'agitation est claire. Oui, Très monsieur. bien. Maintenant, dans tout cela, donc, je vais revenir à une question que peut-être j'ai posée donc, la dernière fois. Alors maintenant, vous avez préparé votre café, vous avez mis une certaine quantité de poudre de café, vous lui avez rajouté une certaine quantité d'eau, vous avez fait votre café, donc vous avez filtré, donc il vous reste ce qu'on appelle le marc de café, c'est-à-dire la poudre après extraction, donc c'est ce qu'on appelle le marc de café. Alors si vous reprenez ce marc de café, cette poudre que vous avez déjà extraite, si vous la repreniez dans de l'eau, c'est-à-dire vous allez lui rajouter encore de l'eau chaude, est-ce que vous allez encore extraire quelque chose ou pas? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première fois, votre extraction, elle n'est pas, il n'est pas, Pas tout. Il n'a pas tout. il n'est pas total, il n'est pas complet. Alors, pourquoi il n'est pas total? Il n'y a pas assez de solvant. Il n'y a pas assez de. Solvant. Alors, si vous mettez encore beaucoup plus de solvant, alors je vais vous répondre oui et non. Votre question, votre réponse, elle est pertinente. C'est un oui et un non et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors en fait, donc dans toute extraction, c'est un équilibre. Comme je viens de l'expliquer pour le grain de café, donc je viens de l'expliquer juste pour un grain de café, donc le solvant qui est juste au contact du grain de café, donc une fois qu'il est atteint une certaine concentration, donc la diffusion va s'arrêter. Alors maintenant, c'est la même chose si vous prenez le solvant en sa totalité. Dans le solvant dans sa totalité, pas uniquement le solvant qui est au contact, une fois qu'il aurait atteint une certaine concentration, la diffusion va s'arrêter. Tout simplement parce que tout phénomène de diffusion, c'est un phénomène d'équilibre. Et l'extraction, c'est un phénomène de diffusion. Et tout phénomène de diffusion, c'est un phénomène d'équilibre. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, donc en fait, vos molécules vont sortir pour aller dans le solvant jusqu'à une certaine concentration. Et une fois cette concentration donc, sera atteinte, donc en fait, votre phénomène, votre diffusion va s'arrêter. Donc les molécules qui étaient dans votre matière à extraire vont rester dans votre matière à extraire, ils ne vont plus sortir. Et celles qui sont dans votre solvant vont rester dans votre solvant. Donc, et par conséquent, puisque c'est une question d'équilibre, votre extraction n'est jamais totale. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, il y aura toujours quelque chose qui restera dans la matière à extraire et une certaine quantité qui va sortir dans votre solvant. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une question d'équilibre. Et puisque c'est une question d'équilibre, il y aura toujours quelque chose d'un côté, il y aura toujours quelque chose de l'autre côté. Et ceci, ça veut dire tout simplement que votre extraction ne serait jamais complète. Bien. Alors maintenant, votre camarade tout à l'heure a dit donc il faut mettre beaucoup plus de solvant. C'est astucieux de sa part. Oui, si on augmente beaucoup plus de solvant, on va extraire beaucoup plus, mais il y aura toujours équilibre. Mais sauf que ce qui va rester dans vos grains de café va devenir de plus en plus faible. Parce qu'en fait, cet équilibre, c'est une question de concentration et ce n'est pas une question de quantité. Cet équilibre de diffusion, c'est une question de concentration. Alors, si vous avez la même concentration dans un volume, ou dans le double de ce volume, en fait, si vous utilisez le double, pour atteindre la même concentration, il vous faudra 2 fois plus la quantité.
Donc, ce sont des choses élémentaires que vous avez déjà donc comprises. Donc, quand on a commencé à vous parler de concentration. Si vous utilisez un volume, 1 litre, donc ça va atteindre une certaine concentration pour l'équilibre. Mais si vous utilisez 2 litres de solvant, il faut que vous atteigniez la même concentration. Donc, pour avoir l'équilibre, il faut toujours la même concentration. Sauf que la quantité qu'il faut pour avoir la même concentration dans 2 litres, c'est 2 fois la quantité qu'il a fallu pour 1 litre. Est-ce que c'est clair? C'est une question de concentration et de quantité. C'est pourquoi donc tout à l'heure, j'ai répondu à votre camarade, donc en fait que c'est oui et non. Donc il y aura toujours un équilibre, sauf que si vous utilisez des volumes infinis de votre solvant, donc en fait la quantité qui restera dans votre matière à extraire, elle est minime. Donc, mais il y aura toujours équilibre parce que c'est toujours une question de concentration d'équilibre. Bien. Alors, si vous avez compris tout ça, donc en fait, vous avez compris donc tout ce qu'il y a dans cette extraction. Donc, je vais juste attirer votre attention sur une chose. Alors maintenant, on a parlé d'augmenter la température, mais est-ce que cela est possible dans tous les cas? Est-ce que dans n'importe quel cas, donc si vous voulez extraire facilement, rapidement, vous allez élever la température? Non. Non. Non, rappelez-vous donc ce dont on parlait dans les séances passées. En fait, il faudra à tout moment, à toutes les étapes de votre analyse, que vous fassiez attention à ne pas détruire, à ne pas altérer, à ne pas dégrader ce que vous voulez analyser. Donc ça, c'est une question. Donc c'est de votre responsabilité quand vous faites une analyse ou quand vous préparez votre analyse. Donc, si vous voulez analyser donc des molécules qui risquent d'être dégradées, modifiées, altérées par la température, vous ne pouvez pas augmenter la température. Même si vous savez que votre extraction va être plus rapide. Donc, vous ne pouvez pas le faire parce que sinon, ce que vous allez obtenir à la fin n'aura aucune valeur. Donc, ça sera des composés complètement dégradés et ça n'aura aucune valeur. Donc, augmenter la température, oui, mais dans la mesure du possible, c'est-à-dire autant que cela est possible. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors maintenant, toutes les précautions dont on a parlé la dernière fois pour la conservation de l'échantillon, c'est également les mêmes précautions qu'il faut prendre lors de la préparation de votre analyse. C'est-à-dire à chaque fois que dans une étape, il y a un risque d'altération ou de modification de ce que vous voulez analyser, donc il ne faut pas le faire tout simplement, il faudra faire attention. Donc ce sont des règles que vous devez garder en tête, que ce n'est pas uniquement juste au moment où vous prenez votre échantillon qu'il faudra réfléchir, est-ce que mon échantillon va être altéré ou dégradé? C'est tout le long de votre préparation de l'échantillon jusqu'à l'analyse elle-même. Et l'analyse elle-même ne devrait pas être également dégradante de la molécule. Il ne doit pas être destructif pour la molécule. C'est bon? Monsieur, Oui, c'est bon, monsieur. Monsieur, Oui. comment on va savoir que dans cette analyse, il faut augmenter la température? Comment? On va savoir que dans cette analyse, il faut augmenter la température. Qu'il faut augmenter ou bien qu'il ne faut pas l'augmenter? Est-ce qu'il y a des analyses quand il faut augmenter la température? Je n'ai pas compris votre question. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Est-ce qu'il y a des analyses qu'il faut augmenter la température? Donc déjà, on n'est pas dans une analyse.
Monsieur, on est dans la préparation de l'analyse. On n'est pas dans l'analyse. On est dans la préparation de votre échantillon pour l'analyse. Alors maintenant, si vous voulez analyser, c'est que généralement, vous savez ce que vous cherchez à analyser. Vous avez une idée sur ce que vous voulez analyser. Alors, si vous avez une idée sur ce que vous voulez analyser, bien sûr, donc il faudra avoir une idée sur les conditions de son extraction. Alors, si vous n'avez pas idée sur ce que vous voulez analyser, si ce que vous faites est complètement nouveau, c'est-à-dire vous êtes en train de découvrir des choses complètement nouvelles, donc là, c'est un autre processus. C'est un autre processus, c'est-à-dire vous y allez avec beaucoup de bon sens et en testant à chaque fois, est-ce que c'est possible, ce que vous faites, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible, est-ce que ce que vous êtes en train de faire a dégradé ce que vous voulez analyser ou bien ça ne l'a pas dégradé. Donc, en fait, il faudra faire la différence ici entre une analyse de quelque chose de déjà connu. Alors, si c'est connu, ça veut dire que vous avez une idée de la substance et des conditions qu'il faut pour sa conservation. Alors, si vous voulez donc analyser une enzyme, donc en fait, c'est connu. Donc, c'est connu quand les enzymes, c'est des protéines et que les protéines, donc généralement, donc ils se dénaturent à des températures supérieures à 35 ou à 40 degrés. Donc, si vous voulez récupérer une enzyme, donc vous savez donc en fait que ça n'aurait pas beaucoup de sens d'aller essayer de l'extraire à 30 degrés ou à 40 degrés. Donc, pour prendre les précautions qu'il faut, donc vous avez tout intérêt, donc en fait, à ce que cette extraction se déroule à des températures beaucoup plus basses, sinon, donc votre enzyme serait dénaturée. Alors, ça dépend, je le dis, donc ça dépend de ce que vous voulez analyser. Dans la majorité des cas, donc en fait, dans votre module, donc c'est plutôt, on va vous enseigner des méthodes d'analyse pour des molécules et pour des substances déjà connues. Donc, vous avez une idée sur ce que c'est et vous avez une idée si ça résiste à la température ou bien donc c'est une substance thermolabile. Donc, c'est des choses qui sont connues. Donc, il faudra se référer donc aux choses qui sont déjà connues. C'est bon? C'est bon, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bien. Alors, très bien. Alors maintenant, on revient donc à cette question d'équilibre et d'impossibilité donc d'une extraction totale. Alors, je me répète, puisque c'est une question d'équilibre, ça veut dire qu'il y aura toujours quelque chose qui va rester dans ce que vous voulez, dans la matière à extraire, et il y aura toujours quelque chose qui va partir dans votre solvant d'extraction. Et cette configuration-là veut dire juste une chose, qu'une extraction totale, elle est impossible. C'est-à-dire, quoi que vous fassiez, il y aura toujours équilibre, il y aura toujours quelque chose qui reste dans votre échantillon. Alors maintenant, comment peut-on faire pour extraire la totalité? Votre camarade tout à l'heure donc a donné une possibilité, une première piste. C'est-à-dire tout simplement, il faudra augmenter le volume du solvant. Alors quand on dit augmenter le volume du solvant, ça veut dire qu'on avait déjà une idée sur la quantité de matière à extraire. C'est-à-dire augmenter la quantité de solvant par rapport à une quantité de matière à extraire. C'est-à-dire si je prends 100 grammes de mon café, au lieu de mettre un demi-litre d'eau, je vais mettre 1 litre ou je vais mettre 2 litres, mais sans faire bouger
sans faire augmenter la quantité de matière à extraire. Sinon, donc ça sera. Alors maintenant, donc en fait, c'est pas augmenter le solvant, le volume du solvant, c'est en fait jouer sur le rapport volume du solvant par rapport au volume ou à la quantité de la matière à extraire. C'est ce rapport-là sur lequel on joue, c'est-à-dire combien de solvant pour combien de matière à extraire. Et il faudra que ce rapport-là soit très grand. Si vous faites volume solvant sur volume ou sur quantité de matière à extraire, donc il faudra que ce rapport-là soit à très grand. C'est-à-dire il vous faut beaucoup de solvant pour une certaine quantité de matière à extraire. C'est bon? Alors ça, c'est une possibilité et j'espère que vous avez compris pourquoi. Parce que pour atteindre la concentration d'équilibre, si vous avez un grand solvant, il faut plus de quantité tout simplement. Si vous n'avez pas compris, donc faites attention, c'est qu'en fait, vous n'avez pas encore clair dans vos têtes ces questions de concentration et de quantité. C'est-à-dire ces questions de concentration et de quantité, ils sont encore mélangés dans vos têtes. Bien. Alors, mais il y a une autre possibilité. Quelle autre possibilité il y a pour atteindre une extraction totale? La redégradation des molécules. Comment? La redégradation des molécules. C'est quoi, mademoiselle, la redégradation des molécules? C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par une redégradation des molécules? Monsieur, On est bien là à parler d'extraction, n'est-ce pas? C'est qu'on extrait, c'est qu'on n'a pas envie de dégrader. Alors, mademoiselle nous reparle d'une redégradation, c'est-à-dire on a dégradé une première fois et on va dégrader une deuxième fois. Et je ne sais pas pourquoi on a dégradé une première fois et pourquoi on va dégrader une deuxième fois. Donc, ce n'est pas ça, donc ça ne peut pas être ça. monsieur, Oui? Pour augmenter la surface d'échange. Pour faire envoyer les grains. Mademoiselle, Oui, monsieur. vous passez d'une chose à une autre et j'ai du mal à vous suivre. Vous parlez de dégradation et puis d'augmentation de la surface d'échange. J'ai un conseil à vous donner. Faites attention à ce que vous êtes en train de dire. Pas maintenant. Donc maintenant, donc vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais si c'était des réponses à des questions d'examen, c'est trop grave. monsieur, Oui. on va prendre le reste de cette matière et on fait une deuxième extraction. Donc voilà, donc il faudra réextraire tout simplement. Il faudra réextraire, c'est-à-dire vous avez extrait une première fois, vous récupérez votre matière et vous allez refaire la même chose une deuxième fois, vous allez refaire la même chose une troisième fois, c'est-à-dire renouveler le solvant à chaque fois, tout simplement. C'est-à-dire mettre du solvant, un nouveau solvant qui ne contient pas de votre molécule, comme ça, donc vous allez encore retirer donc, quelque chose et ainsi de suite. Donc, soit donc, vous répétez l'extraction, donc soit vous utilisez des solvants, des volumes de solvants très importants. Alors, dans le TD, donc, vous aurez des exercices, je pense, de ce genre-là, pour essayer de comparer les deux. C'est-à-dire, vous avez une quantité à extraire. Si vous utilisez un volume de solvant, qu'est-ce que ça va vous donner? Et si vous répétez plusieurs fois l'extraction, qu'est-ce que ça va vous donner? Alors maintenant, depuis tout à l'heure, on a commencé à parler et pour en fait expliquer que cette extraction n'est jamais totale et que vous ne pouvez extraire qu'une certaine quantité, qu'il y aura une quantité qui restera dans votre échantillon.
Alors maintenant, cette quantité que vous extrayez, vous pouvez la transformer ou l'exprimer en pourcentage, par exemple. C'est-à-dire, vous pouvez dire que j'ai extrait 50%, 10% ou 100%. 100%, c'est que vous avez extrait et que vous avez extrait la totalité de votre substance. C'est-à-dire la totalité des substances qui étaient dans votre échantillon, maintenant vous les avez récupérées dans votre solvant. Donc 100%, vous avez compris que ce n'est pas possible parce que c'est une question d'équilibre. Quoi que vous fassiez, il restera quelque chose dans votre échantillon. Mais vous pouvez quand même vous poser la question de la quantité ou du pourcentage que vous avez extrait. Oui ou non? Oui ou non? Je pense que tout le monde est Monsieur, je Je n'ai pas pense que tout compris. le monde est parti ou tout le monde s'est endormi. Je n'ai pas bien compris. Comment? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, si vous faites une extraction, c'est que vous avez extrait une certaine quantité, pas la totalité. Ça, c'est ce que j'étais en train d'expliquer depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? Alors maintenant, donc, vous pouvez vous demander, vous pouvez vous poser la question combien j'ai extrait. C'est-à-dire quel est le pourcentage que j'ai extrait et combien il reste dans ma matière à extraire. C'est-à-dire, est-ce que j'ai extrait 50%, 20% ou 60% ou 99%? Combien vous avez extrait? Vous avez compris ou pas? Oui, monsieur. Alors, ce que je suis en train maintenant de chercher, c'est ce qu'on appelle le rendement d'extraction. Donc, ce que je suis en train d'expliquer maintenant, c'est ce qu'on appelle le rendement d'extraction. C'est-à-dire, c'est quel est le pourcentage que vous avez extrait et combien est resté dans votre échantillon. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. À Oui, peu monsieur. près. Bien. Alors maintenant, si vous avez compris tout ça, donc on a presque fini. Donc on va maintenant passer un peu rapidement en revue donc les diapos, les slides donc que vous avez déjà sur la plateforme. Donc vous les voyez? Oui. Oui, Oui, monsieur. monsieur. Alors très bien. Alors maintenant, donc ce que vous voulez extraire, c'est-à-dire votre échantillon, il peut être solide, il peut être liquide et ça peut être un gaz aussi. Et votre solvant, ça peut être également ou votre matière avec laquelle vous voulez extraire, ça peut être du solide, un liquide ou un gaz. Alors en fait, si votre matière c'est un solide, donc en fait, et votre solvant c'est un liquide, donc on parle d'une extraction solide-liquide. Donc si votre échantillon c'est un solide, c'est-à-dire du café par exemple, et vous voulez l'extraire avec un gaz, donc on parle d'une extraction solide-gaz. Alors donc si votre échantillon c'est un liquide, c'est-à-dire du sang, du lait ou de l'eau ou autre, donc votre solvant d'extraction également peut être liquide, et on parle d'une extraction liquide-liquide, et si c'est un gaz, on parle d'une extraction liquide-gaz. Alors, si ce que vous voulez extraire, c'est un gaz, et votre solvant, c'est un liquide, donc on parle d'une extraction gaz-liquide. Alors maintenant, donc tout ça, depuis tout à l'heure, je pense qu'on a parlé de celle-là, donc c'est-à-dire votre matière à extraire,
c'est un solide et votre solvant, c'est un liquide. Alors maintenant, donc c'est possible aussi donc, d'extraire des choses à partir d'un liquide, c'est-à-dire des choses qui étaient dans un liquide, c'est-à-dire par exemple le lait, le sang ou n'importe quel liquide physiologique, ou bien dans de l'eau tout simplement. Donc vous pouvez également récupérer des choses dans l'eau, mais avec un autre liquide. Sauf qu'ici, donc bien sûr et bien évidemment, les deux liquides ne doivent pas se mélanger. Si vous voulez récupérer par exemple les sucres qu'il y a dans du lait, est-ce que vous pouvez le faire avec de l'eau? Donc, il y a des sucres dans le lait, ça vous le savez. Oui, monsieur. Non. Il y a du lactose. Est-ce que vous pouvez le faire avec de l'eau? Est-ce que vous pouvez extraire les sucres qu'il y a dans le lait avec de l'eau? Non, monsieur. Oui, monsieur. Pourquoi? Monsieur, oui, oui, parce que le sucre est soluble avec l'eau. Comment? Que le sucre est soluble dans l'eau. Oui. En fait, parce que quand vous allez essayer de faire ça, si vous rajoutez de l'eau au lait, donc en fait, vous allez obtenir une seule phase. Donc l'eau et le lait vont se mélanger et vous n'aurez pas la possibilité de les séparer. Donc si vous faites ça, c'est que vous avez envie de récupérer un solvant avec avec vos sucres qui étaient dans le lait. Donc ici, donc obligatoirement, quand les deux phases sont liquides, il faut absolument qu'ils ne soient pas miscibles, c'est-à-dire qu'ils ne se mélangent pas, c'est-à-dire comme ce que vous observez quand vous essayez, quand vous mettiez en contact de l'eau et de l'huile. Donc, il faudra que les deux solvants ne se mélangent pas. Alors maintenant, autre question, est-ce que c'est possible d'extraire des choses qu'il y a dans l'huile avec de l'eau? Oui. Oui. Oui, tout simplement. Monsieur. Non, monsieur, non, monsieur. Il est soluble avec l'eau. Non, Si. monsieur. Si. Oui. Oui, on peut, car il est facile à C'est séparer. pas pareil. Donc, ça ne se mélange pas, oui, mais il faudra forcer le mélange. C'est-à-dire, il faudra forcer le mélange. C'est-à-dire, si vous mettez un certain volume de votre huile dans une ampoule ou dans une bouteille, et vous mettez avec de l'eau, et vous mélangez avec de l'eau, mais en agitant, est-ce qu'il y a possibilité de récupérer quelque chose qui était soluble dans l'huile et de le récupérer dans l'eau? Oui. Essayez-le. Prenez un peu d'huile d'olive, par exemple, mettez-le dans une petite bouteille et il faut mettre de l'eau. Donc, en fait, si vous agitez bien, en fait, après, les deux phases vont se séparer et peut-être vous allez voir qu'en fait, l'eau que vous avez mis, donc a changé en moins de couleur. C'est-à-dire, il y a des substances qui étaient initialement dans votre huile qui maintenant se sont solubilisées dans votre eau. C'est une extraction liquide-liquide. C'est bon? Oui, c'est bon. Alors maintenant, ce qui a peut-être est un peu difficile à comprendre, donc c'est une extraction par un gaz, par exemple. Est-ce que c'est possible d'extraire des choses avec un gaz? Que ce soit à partir d'un liquide ou à partir d'un solide? Oui. C'est possible. Oui, si vous avez de la poudre de café, et si vous faites passer à travers cette poudre, vous faites passer à travers cette poudre du gaz. Est-ce que le gaz qui va s'échapper, est-ce qu'il va contenir d'autres molécules qui étaient initialement dans votre café? Oui. D'ailleurs, quand vous sentez du café, qui est en train de se préparer quelque part, ça veut dire quoi? Que les molécules du café sont Voilà, que certaines, mais pas toutes les molécules, mais certaines molécules dans dans le l'air. café
maintenant sont dans l'air, c'est qu'ils sont partis dans l'air, c'est une extraction. Et bien sûr, dans ce genre d'extraction, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme règle de base, vous ne pouvez extraire par un gaz que des molécules qui ont les mêmes propriétés que le gaz, c'est-à-dire des molécules qui sont volatiles à température ambiante ou à la température avec laquelle vous travaillez. Alors là aussi, un autre exemple d'une extraction avec un gaz, c'est généralement les gens qui préparent donc des extraits de fleurs d'oranger, et les filles, donc, mais peut-être vous, pas vous, peut-être certaines de vos mamans l'ont fait. Je sais que vous êtes fainéantes, pas toutes, peut-être il y en a certaines qui ne le sont pas, mais vous, mamans, donc ils savent bien préparer de l'eau de fleurs d'oranger. Mazhar. Mazhar, donc vous le préparez. Il y en a au moins certaines peut-être qui le préparent encore chez elles. Donc en fait, on met des fleurs d'oranger au contact de la vapeur d'eau. Et en fait, ce contact avec la vapeur d'eau donc, va permettre une extraction donc, de certaines molécules à partir des fleurs d'oranger. Et c'est ce qu'on appelle donc de l'eau de fleurs d'oranger. Mazar, donc c'est très commun à Marrakech, donc pour les gens qui sont de Marrakech. Donc voilà, donc c'est un exemple d'extraction avec un gaz. On part d'un solide, donc les fleurs d'oranger, c'est du solide, c'est une matière solide, et on la met au contact avec la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est un gaz, et on récupère des choses. Donc c'est une extraction solide gaz. Monsieur, j'ai fait cette expérience avec les fleurs de rose. Aussi, c'est la même chose. Aussi, donc c'est le même principe. Très bien. Alors maintenant, donc, ce qui est peut-être difficile à comprendre ici, en fait, déjà là, donc extraire un gaz avec un gaz, ça n'aurait pas de sens parce que c'est toujours miscible, donc ça se mélange tout le temps. Tous les gaz se mélangent entre eux, donc il n'y a pas des gaz qui ne se mélangent pas entre eux. Alors maintenant, ici, extraire quelque chose de solide avec quelque chose de solide, ça aussi, donc c'est impossible. Si vous mélangez vos grains de café avec vos grains de poivre ou de cannelle ou quoi que ce soit, donc de solide, si on reste dans la cuisine, donc vous savez, vous comprenez, donc en fait qu'il n'y aura rien qui passera d'une phase dans une autre. Donc ça passera jamais d'une phase solide vers une phase solide, donc ça c'est impossible. Alors maintenant, est-ce qu'il y a possibilité d'extraire avec du solide? C'est-à-dire le solide, la phase solide, c'est celle qui va jouer le rôle du solvant. Oui. Alors maintenant, si vous avez quelque chose, par exemple, dans un liquide ou dans un gaz, c'est la même chose. Donc, si vous avez quelque chose dans un liquide, c'est-à-dire de l'eau, prenons l'eau de rose, par exemple. L'eau de rose, donc vous avez extrait avec de la vapeur, donc vous avez après de l'eau de rose, c'est-à-dire un solvant qui est l'eau, et là-dedans, il y a quelque chose des molécules qui ont été extraites de vos pétales de rose. D'accord? C'est bon? Oui, c'est bon. Alors maintenant, cette eau de rose, si vous lui ajoutez de l'argile, par exemple, vous lui ajoutez quelque chose, du calcaire, par exemple, donc quelque chose de solide. Est-ce que est-ce qu'il y aura toujours les mêmes molécules dans votre eau? Non. Alors maintenant, c'est que ces molécules qui étaient solubles dans l'eau vont s'absorber sur vos argiles ou sur votre calcaire ou sur du charbon. Par exemple, donc si vous mélangez du charbon à une eau qui contient certaines molécules, après si vous filtrez, donc en fait vous allez récupérer votre charbon, mais avec des molécules qui se sont absorbées sur le charbon et qui ont été prises de votre liquide. C'est un genre d'extraction, c'est ce qu'on appelle une extraction en phase solide.
Ici, c'est juste en anglais, solid phase extraction. Donc, et le phénomène qui est mis en jeu ici, c'est ce qu'on appelle de l'adsorption. Ce n'est pas l'absorption, mais c'est de l'adsorption. C'est-à-dire les molécules se sont adsorbées sur la phase solide, qu'on appelle également adsorbant. Bien. Alors, tout à l'heure, donc, en fait, j'ai expliqué que toutes ces extractions, donc, c'est une question d'équilibre et que cet équilibre, il est atteint quand on aura atteint donc, une certaine concentration dans la phase à extraire et une certaine concentration dans votre solvant. Alors, le rapport des concentrations, il est constant. C'est-à-dire, tant qu'on utilise la même matière et qu'on utilise le même solvant, on aura toujours le même coefficient de partage. C'est-à-dire ce coefficient de partage, il est fonction de la matière à extraire, du solvant et des molécules et de la molécule à extraire. Si vous voulez extraire du sucre de votre lait et que vous utilisez un solvant qui n'est pas miscible avec votre lait, donc vous voulez toujours extraire du lactose, qui est le sucre du lait, et vous avez toujours la même matière, le lait, et vous utilisez toujours le même solvant, vous aurez toujours le même coefficient de partage. C'est-à-dire, vous aurez toujours à une certaine concentration dans votre solvant, donc l'équilibre sera atteint, il restera toujours une certaine concentration dans votre phase à extraire. Et on parle de coefficient de partage de concentration. C'est bon? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Maintenant, vous pouvez raisonner autrement et réfléchir en termes de quantité, pas en termes de concentration, mais en termes de quantité. Et vous pouvez toujours avoir un autre coefficient de partage, mais cette fois-ci massique, c'est-à-dire relative aux quantités, et qui est toujours la quantité dans votre solvant par rapport à la quantité qui reste dans votre matière à extraire. Donc, en fait, ça peut s'agir de deux solvants. Donc, si c'est une extraction liquide-liquide, donc que ce soit A ou B, ce sont deux solvants. Mais d'une manière générale, donc en fait, ici, on introduit un paramètre qui régit cette extraction et qu'on appelle le coefficient de partage, soit de concentration, soit massique. Donc, et ce coefficient de partage, en fait, ce sont les rapports des concentrations dans les deux phases ou le rapport des quantités dans les deux phases à l'équilibre. C'est-à-dire, une fois que l'équilibre est atteint, donc en fait, vous aurez une certaine concentration d'un côté, une autre concentration de l'autre côté, et vous aurez une certaine quantité d'un côté, une autre quantité de l'autre côté. Alors maintenant, le rapport de ces concentrations, c'est ce qui donne le coefficient de partage des concentrations. Le rapport des quantités, c'est également le coefficient de partage, ce qu'on appelle le coefficient de partage massique. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, est-ce que ces deux paramètres sont équivalents? Non. Alors vous y réfléchissez un peu. Donc si vous n'y arrivez pas, donc vous posez la question. Donc lorsque vous serez présent en amphi, vous poserez la question donc sur Google Classroom et peut-être donc je vous répondrai. Bien, alors tout à l'heure, donc je vous ai introduit donc la notion de rendement d'extraction. Alors le rendement d'extraction, maintenant vous avez compris, en fait c'est la quantité que vous avez extraite par rapport à la quantité initiale qui était dans votre échantillon. Donc c'est la quantité que vous avez pu extraire dans votre solvant rapportée à la quantité initiale dans votre échantillon. Est-ce que ça c'est déjà clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est un rapport. Alors maintenant, si vous suivez donc ce petit raisonnement, donc c'est un petit raisonnement tout simple, vous allez arriver donc à ce que le rendement, c'est 1 sur 1 plus 1 sur alpha, alpha qui étant le coefficient de partage massique qu'on vient de voir. Alors c'est tout simple. Alors la quantité initiale, c'est quoi? C'est la somme des quantités
qu'on va retrouver après équilibre dans une phase ou dans l'autre. En fait, ce que vous avez initialement dans votre échantillon, après extraction, va se retrouver d'un côté et de l'autre. Est-ce que c'est clair? Donc, en fait, la quantité initiale, c'est la somme des quantités que vous avez après équilibre dans votre solvant A et dans votre solvant B. C'est bon? Oui, monsieur. Alors maintenant, c'est tout simple. Vous mettez donc QB ici en facteur. Ça vous fera QA sur QB ici, plus 1. Alors QA sur la quantité en A sur la quantité en B, c'est quoi? C'est l'inverse de alpha. C'est 1 sur alpha. C'est ce que vous avez là. Donc, QA sur B, c'est 1 sur alpha. Et puis, QB, donc, plus 1, si vous mettez QB en facteur, donc c'est 1. Voilà. Et ça vous donne, en fait, le rendement. Ça vous donne, vous simplifiez par la suite par QB, donc, vous divisez par QB. Et ça vous donne 1 sur 1 plus 1 sur alpha. Donc, ça vous donne cette formule. Le rendement, c'est 1 plus 1 sur alpha. Alors maintenant, ça, c'est le rendement en fonction du coefficient de partage massique. Alpha, c'est le coefficient de partage des quantités. C'est le coefficient de partage massique. Mais qu'est-ce que ça nous dit? Donc, qu'est-ce que ça nous dit, cette formule? Ça nous dit pour que le rendement soit égal à 1. Qu'est-ce qu'il nous faut? Pour que le rendement, quand est-ce que le rendement est égal à 1, c'est-à-dire elle est totale, que votre extraction est totale? C'est dans quelles conditions le rendement serait égal à 1? Quand alpha il est à l'infini. Quand alpha? À l'infini. Donc voilà, donc quand ce rapport-là est égal à 0. Quand 1 sur alpha est égal à 0, vous aurez 1 sur 1, donc le rendement serait égal à 1. Alors, quand est-ce que 1 sur alpha serait égal à 0? C'est quand alpha serait égal à l'infini. Alors maintenant, quand est-ce qu'alpha serait égal à l'infini? C'est quand QA serait égal à 0. C'est-à-dire, c'est quand il y aura rien, il y aura 0 quantité dans votre matière à extraire. Alors ça, je viens de vous l'expliquer que c'est impossible parce que c'est une question d'équilibre. Par conséquent, alpha ne serait jamais égal à 1. Et si alpha n'est jamais égal à 1, votre rendement, alpha n'est jamais égal à 0. Et par conséquent, le rendement n'est jamais égal à 1. Le rendement est toujours inférieur à 1. Est-ce que c'est clair? C'est ce que j'ai expliqué depuis tout à l'heure et que vous avez compris intuitivement. Maintenant, Oui, donc, monsieur. maintenant, voilà, donc vous pouvez le comprendre également à travers donc, ce petit calcul qu'en fait, que ce rendement ne serait égal à 1, c'est-à-dire à 100% si vous le mettez en pourcentage, que si alpha est égal à 0, et alpha ne peut être égal à 0 que si la quantité en A, que si alpha est infini, et que alpha n'est infini que si cette quantité en A est nulle, et cette quantité en A n'est jamais nulle, et par conséquent, le rendement n'est jamais total, n'est jamais de 100%. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est clair? Oui, Oui, monsieur. Voilà, donc si vous avez tout compris, donc on arrête là, donc c'est la séance d'aujourd'hui. Et donc vous aurez toujours la possibilité de poser vos questions via la Google Classroom ou via la plateforme de l'université comme vous voulez. Et puis donc, je le répète ici, en fait les séances en présentiel en amphi, ce sont des classes inversées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura pas de cours magistral comme je viens de faire maintenant avec vous. Ça veut dire que vous avez tous les documents, vous avez les vidéos. Il faudra venir en amphi pour comprendre ce que vous n'avez pas compris. C'est-à-dire pour poser les questions
sur les choses que vous n'avez pas comprises, donc et ce sera l'occasion d'expliquer. C'est ce qu'on appelle des classes inversées. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est clair. Oui, monsieur. Très bien. Alors, je vous souhaite un bon week-end Merci et, beaucoup, monsieur. et à la prochaine. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Et vous aussi. Merci beaucoup, monsieur. De rien. Donc, essayez de travailler régulièrement. Et vous allez en fait, essayez de travailler régulièrement, essayez de profiter donc de ces classes inversées et vous allez vous étonner, vous allez vous étonner vous-même, vous allez avoir d'excellents résultats. On apprend et on ne comprend que les choses qu'on a travaillées nous-mêmes. Ça, c'est une règle. Il faudra en profiter. Donc, c'est des conditions exceptionnelles qui nous ont poussés à faire ça. Mais sachez tout simplement que dans les grandes universités mondiales, dans les grandes universités américaines, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. C'est-à-dire, vous avez les cours dans les plateformes, vous avez les cours dans les manuels, vous avez les cours dans les livres, et puis donc la séance en présentiel. Quand vous venez juste pour poser les questions et pour essayer de comprendre ce que vous n'avez pas compris, donc vous-même, c'est tout. Donc, essayez d'en profiter et vous allez vous étonner. D'accord, monsieur. Au revoir et à la Merci. prochaine.